and overcome heartaches we've been through, the bitter years and all the shames we've been through, the deserts and little earthquakes we've been through, but how to live through this? We've been through the oceans and the big waves. We've been blue and discouraged and all to blame. We've been true to who we are until it breaks. We've been through, but how to live through this? J'ai toujours fait un peu de moto. Et j'ai eu à une époque, j'ai commencé par une Sam Moto Bécane. Après j'ai changé, je l'ai gardé 6 mois. J'ai acheté une Puch 125. Et après j'ai fait un échange avec un BSA, un 250. Et c'est là que j'ai gardé dans les BSA, dans les anglaises. Je trouvais que c'était des machines quand même qui étaient plus performantes que les motos françaises. Ah, il faut être souple. Hein. Bon, oui, là, mais j'ai appris de moi-même, disons que quand je suis rentré aux mines, là, j'étais aux ateliers, et il faut dire qu'il y avait des gens qui savaient travailler autrefois. Hein. Enfin, maintenant il y en a aussi, il ne faut pas quand même exagérer. Et j'ai appris de moi-même. Et là, c'est un collègue à qui j'ai acheté le tour, là, qui avait pas mal de dollars. Il m'a dit, il te faut me fabriquer des pots d'échappement de dollars. Ah oui, j'ai dit, attends. Et alors c'est là que je me suis lancé à faire des pots. $1. Ah ouais, c'est mieux. $1. C'est le dernier, c'est le Moto Bécane. This may be my darkest day. I may one day have another. Don't you worry about your baby boy, mama. I'll be walking with my brother. We'll be walking over hills and through valleys, and we'll be sleeping with the stars. We'll be fighting off the wicked and the whatnot, with our hearts and our guitars, and we gonna shine, we gonna shine, we gonna shine. Je roule en flat track avec une 450 RNZ, donc les modifications pour le flat, c'est les modifications basiques pour toutes les flats, c'est déjà, en gros on part d'une moto de cross qu'on rabaisse, on met des roues en 19 pour avoir les pneus en 19, donc qui sont spéciaux pour le flat track, on enlève le frein avant et gaz.
suis venu à la moto avec mon père et mon grand-père qui retapaient déjà des motos. Et j'ai retapé mon premier 103 à 9 ans. C'était donc un 103 qu'on a transformé en version tout-terrain et avec lequel j'ai fait mes premières armes en tout-terrain, quoi. J'ai toujours été passionné de moto, donc j'ai travaillé d'abord j'ai un diplôme dans la maintenance industrielle. J'ai travaillé d'abord là-dedans pendant plusieurs années. Et ensuite j'ai eu envie de me lancer à mon compte et surtout j'étais dans la région toulousaine. J'avais envie un peu de revenir à la campagne pour pouvoir faire de l'enduro plus facilement et quand je voulais, quoi. Donc en fait voilà, j'ai décidé d'essayer de me lancer dans la moto. Au départ j'ai commencé, donc c'était en 2013. Je faisais un peu tout ce qui est entretien, réparation sur les motos. Et je restaurais déjà des motos pour moi, donc j'ai développé un peu ce côté-là et ça a pris de plus en plus. C'est un peu aussi le phénomène de mode en ce moment, quoi. Et voilà, de fil en aiguille, ça a pris. Aujourd'hui, on fait quasiment plus que de la restauration et des préparations aussi sur base de motos anciennes. Le circuit tel qu'il existait au tout début, qui s'appelait le circuit des Planques, qui était un circuit qui empruntait des infrastructures routières, a eu des compétitions de 1930 environ jusqu'à 1955, notamment le premier Grand Prix de France moto en 1952, qui était un événement incroyable sur ce circuit des Planques. En 1955, il y a eu un grave accident pendant les 24 heures du Mans qui ont un peu arrêté l'ère de tous ces circuits routiers. Et donc il y a l'équipe de bénévoles à l'époque qui faisait fonctionner ce circuit, ont eu l'idée de créer un circuit permanent. Ils ont lancé les travaux fin des années 50 et donc en 1962 a ouvert le circuit d'Albi du séquestre tel qu'il est à l'heure actuelle. J'ai commencé la moto ici au circuit d'Albi à l'âge de 11 ans, en 99, grâce à l'école des sports de la ville d'Albi, une animation sur le circuit et j'ai adoré faire de la moto de suite. Et du coup, j'ai intégré l'école de moto qu'il y avait ici à l'époque sur le site. Et on venait tous les mercredis faire de la moto, moi et les autres enfants qui faisaient partie de cette école. Notre objectif, c'est de les initier donc à la pratique du deux roues pour leur donner une approche globale du deux roues, dans le sens où dans quelques années, quand ils auront 14 ans ou plus, ces enfants seront amenés à rouler sur un deux roues en milieu urbain. Et donc partant de là, si les bases qui ont été données au départ sont bonnes, je pense qu'ils seront plus responsables, plus sensibilisés aux problèmes des deux roues à l'heure actuelle. Par contre, avec Alexis, c'est fait tout simplement. On organisait des stages, des stages moto sur le circuit d'Albi, donc en collaboration avec la ville d'Albi. Et un jour, Alexis est arrivé avec un petit groupe d'enfants. Il n'avait jamais fait de moto de sa vie, il n'en avait pratiquement jamais entendu parler. Et il est venu pour faire une initiation de quelques heures de moto. Il se trouve que au bout d'une demi-heure, il faisait des choses que d'autres enfants mettaient 2 ou 3 mois à faire. Et là, je me suis aperçu qu'il avait un potentiel qui était vraiment différent des autres gamins. Et surtout, il faisait ça avec le sourire. C'est-à-dire qu'il était très à l'aise sur une moto.
Il jouait beaucoup avec et on sentait que c'est un truc, voilà, il avait un certain feeling avec ça. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire là? Là, ils font une démonstration avec du matériel sur lequel ils n'ont pas véritablement l'habitude de rouler. C'est des motos qui sont un peu plus performantes que les autres et qui ont surtout des vitesses avec un embrayage. Alors que jusqu'à présent, les motos sur lesquelles ils roulaient avaient des vitesses mais sans embrayage. Donc c'est un peu différent, ça fait partie de la progression logique de leur apprentissage. Je pense que tous ici, on avait un petit peu l'envie de devenir pro, mais ça paraissait tellement loin. J'ai commencé la moto à 11 ans, alors ça paraît jeune, mais en même temps, c'est déjà presque trop vieux pour accéder à la compétition et au plus haut niveau. Donc c'est vrai que ça paraissait beau, mais ça paraissait très très loin. Et puis au final, moi, dans mon parcours, ça a été très très vite. Le 50, j'ai enchaîné avec le championnat de France 125, puis l'Europe, puis le monde. Chaque année, il y avait une étape supplémentaire. Donc, en 4 ans, je me suis retrouvé de faire de la moto sur un parking au championnat du monde. À la santé des vieux! Ils sont des nôtres, ils ont télévisé comme les autres. Donc, j'ai commencé la moto jeune, avant de commencer le motocross, j'ai fait du tourisme, de la moto tourisme quoi. Et j'ai dû commencer à l'âge de 12 ou 13 ans déjà. Hein. J'ai transformé une moto de route que j'ai transformée en motocross et c'est là que c'est parti. J'allais voir les motocross le dimanche, bien sûr. J'allais voir à l'époque un grand ami qui était M. René Combe et c'est lui qui m'a un petit peu initié dans la moto. Quoi. Non, je vais essayer d'arriver à 90. Ça me rappellera la limitation de vitesse. Moi je suis parti pour 100 maintenant. Hein. Ah, la couleur la va mettre. Hein? C'est il y a quelques mois, les 100 ans. Elle n'a pas pu arriver à 100 ans. Si tu as 100 ans, tu feras sans moi. Hein. René Pen, la particularité, c'est qu'il a roulé à l'avant en 1956. Son copain Jacques Héra, il a roulé en 1955, donc il était là à l'ouverture du circuit en 55 et il est là en 2019, c'est fabuleux. Et René Pen était là aussi à l'époque. C'est indestructible. Même la rouille ne l'attend pas, couillon. Mais j'ai quand même l'anti-rouille chez moi. Ah, mais voilà, heureusement. Hein. Il fera métaux. Non, putain, con. Oh, non, c'est bien. Eh ouais, tant qu'on peut déconner, c'est que ça va, hein. Oui. Eh ouais. Ah, oui. René Pen, c'est un battant. Il est toujours de bonne humeur, il a cumulé, il a eu plein de trucs dans sa vie, des aléas et tout, mais il est toujours là. Et son plaisir, c'est d'essayer d'arriver à 90 ans en faisant de la moto. Et donc il faisait la moto avec prudence, mais il est là. Moi je lui tire le chapeau, quoi. Puis c'est un gars qui est toujours de bonne humeur, quoi. C'est un joyeux luron, c'est un animateur, voilà. Tu passes
va se laver plus vite. Toi aussi, tu vas passer, attends. La fédération française nous oblige à rouler avec des motos qui sont le plus possible d'époque. Voilà. Hein? Logiquement, il faut des freins, des freins à disque, pas des freins à disque, des freins, ce qu'étaient les motos à l'ancien temps. Voilà. I'm such a fool with the night on my shoulders, with the light on my soul, and the twilight to be shed. Gone up the rules, far upon the beaten tracks, free to follow my way, free to learn my own lessons. Alors, pourquoi on appelle ça Moto Camping Club? Parce qu'à l'origine, quand le club a été créé en 1933, c'était des motos de route. Et à cette époque-là, les motards de la route faisaient du camping. Donc, ils partaient avec la tente sur le Tansa, derrière ils faisaient du camping, il y avait une fédération camping. Le fait d'adhérer à la fédération française de camping, ça permettait d'avoir des tarifs. Et donc le club était adhérent, donc il s'est appelé Moto Camping Club. Et pendant, je sais pas, 50 ans, on a adhéré à la fédération française de camping. Aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Par contre, le nom, il existe et on n'a pas envie de le changer parce que c'est sympathique. Mais ça interroge beaucoup les gens. Voilà. Allez Jean-Pierre, avancez un petit peu. On a fait vite pour les jeunes, mais quand même. José Bosquier, monsieur. Ça, c'est les jantes de motorette, terreau. Ça, j'en ai fait, peut-être une centaine. Et j'avais fait du Peugeot aussi. Mais j'avais fait du motomécane en jante. Voilà. Dans les années 70, j'avais envie de refaire de la moto. J'ai trouvé un gars à la centrale, un gars, il m'a dit j'en ai une moto, j'ai une Honda, mais elle est dans une caisse. Je l'ai tout démonté. Bon, je suis allé voir, je l'ai acheté. C'était la 350 bicylindres Honda. C'est cash. Et après une vis à l'intérieur, chaque vis, c'est voilà. Alors ça c'est du Norton. Ça c'est du terreau. Je me suis amusé à faire des... Et ça c'est fileté. Ça c'est le premier boulot que j'ai fait à Mouty. C'est des caches de magnéto. Lucas. En inox. Merci, c'était le journal de François Claus, retour de François à 18h30 pour le rappel des titres. On va mettre là. Ouais. De loin, toi, mais... Hein? C'est-à-dire qu'autrefois, des voitures, il y en avait très peu. Moi, chez moi, j'ai vu que mon père avait une moto, il avait une Dollar 350, que j'ai jamais vu rouler. Il l'avait dans le garage pendant la guerre. On ne trouvait plus de pneus, il n'y avait plus d'essence, il était reparti en vélo. Et la moto est restée dans le garage. Et c'est là que, bon, après mon oncle en a eu aussi, il a eu des dollars, mon père, il l'avait acheté neuve, cette moto, à l'époque. Et nous, quand on a démarré, mon frère, il avait acheté une automoto en 250, il n'y avait que de la moto. Il y a des voitures, il y avait très très peu. Une année, j'étais parti avec la pluche à Lamalou-les-Bains et j'avais cassé la pipe d'admission. Et il pleuvait. Je sais que quand on est arrivé ici, trempe on était. Oh oui, un peu comme aujourd'hui. Je l'avais attaché avec du fil de fer. Là, mais,
On s'était débrouillé pour pouvoir rentrer. Ouais. Et ça avait tenu. Là, j'ai tout refait, hein. J'ai rien acheté. Et toute la boulonnerie, je le refais au pas anglais. Ah ouais, à l'envers quoi. Voilà. Mais des fois, je monte pour chercher quelques pièces. Ça m'arrive. Je cherche. Souvent, je cherche les pièces. Non ? Je l'ai taillé dans la masse, toi. Voilà. Tout ça. Et alors après, j'ai mis une tôle, ici ovale, comme ça, une tôle là, et j'ai coulé de l'alu. La Sunbeam, donc c'est un modèle S7 de 1954. On l'a restauré pour un client qui a... Là on est parti d'une base, en fait le client a racheté une moto qui était quand même en état, qui tournait, mais il la voulait belle et il la voulait en état concours. Donc là on est parti d'une base saine, disons, on a quand même démonté entièrement, refait toutes les peintures, tous les chromes. On a refait aussi la mécanique et on a un peu tout révisé. Et donc là, aujourd'hui, elle est quasiment terminée, on a une moto état concours. Pour des restaurations comme ça, en fait, là, le client il veut du 100% d'origine, donc le moindre boulon doit être d'origine, comme la Haussa qui est derrière. C'est un client pour lequel on fait beaucoup de restaurations de Haussa, et lui, il les veut vraiment 100%, il regarde le moindre détail, que ce soit comme à l'époque, même si elles sont finalement plus belles que quand elles étaient neuves. Feel my heart is bleeding. Feel my heart is full of tears and broken. Feel my heart is bold. Still my eyes are burning. Still your heart is cruel. Feel my heart is drifting. Feel my heart is pure. I will not lose you without a fight. I want to choose what is wrong or not. Seasonless blues, seasonless nights. I am just C'est toujours un peu la même bande de potes au niveau du flat track. Après ça dépend des événements. Et pour rouler en France en flat track, on n'a quand même pas beaucoup de pistes, donc on a beaucoup de pistes de speedway dans la région de Marmande, et ensuite il y en a une où ça roule beaucoup à Mâcon, et d'ici ça fait quand même 6 heures de route. Depuis le temps, quoi. Bah, depuis le temps, ouais. Cette année. C'est une balissime. Ça m'a énervé. Ça va sécher, hein. Pourquoi tu peux pas le faire toi? Ça meule, ça suffit pas.
Sur celle-ci? Ouais. C'est pas les mêmes que t'as? Si, mais il faudrait rabaisser les suspensions et tout. Et à chaque fois que je vais en faire. oui, d'accord. Mais je veux voir, il a un CRF et il y a peut-être moyen qu'il me le vende. Et... Comme ça, tu vois. Et reprendre des merdes comme nous, ça te casse les couilles, quoi. C'est trop de ça, tu montes dessus. Putain, il faudra que j'essaie la tienne un jour. Ah, ben ouais, je fais. Oui, moi je pratique la moto, parce que quand on voit des motos toute la journée, il faut quand même le week-end un peu pouvoir se lâcher, quoi. Moi je fais surtout du tout-terrain, donc je fais de l'enduro principalement. Donc le paradoxe c'est que je restaure des motos anciennes, mais je roule plutôt en moto moderne, parce que j'ai pas trop le temps de faire de la mécanique pour moi. Donc je roule en enduro et en flat track moto moderne. Ouais, mais ça glisse quand même. On se rend pas compte, mais. Ouais, mais ça c'est un peu bizarre. Tu sais, il faut rester vachement assis, debout c'est un peu flou. Mais ça va quand même. Hein. Ah, ça va. Puis il y a un couple, t'as vu? Je suis impressionné. Je suis quasiment toujours en troisième ou. Tu vois? Un super couple. Dans les anciens, quand on les classait un petit peu à part des autres, il y avait une ambiance d'autrefois, une sympathie et tout. D'ailleurs, je crois que beaucoup, comme moi, viennent pour ça d'ailleurs, pour commencer. Bien sûr, le motoclub a tout prévu puisque sur le haut du circuit, vous avez de quoi venir boire un petit peu, se rafraîchir. Vous n'oubliez pas, vous avez un stand MXV qui vous propose des housses de sel, des t-shirts, des casquettes. L'ambiance comme aujourd'hui, c'est tout pour moi. C'est l'ambiance de l'époque. Fois, d'ailleurs, je pense que je voulais disputer une bonne place et j'ai voulu peut-être, j'ai pas fait attention, du tremplin, je suis mal alité et je me suis planté. J'ai percuté un châtaignier qui m'a perforé l'épaule. Et j'étais comme une châtaigne pendue, voilà, un châtaignier.
Et puis j'en ai eu d'autres, mais sans trop méchant, dont une à la Volicite, il y a ici. Mais ça, c'est des à-coups, des doigts à l'envers, des petites. J'ai eu de ce côté assez de chance, mais je suis tombé plusieurs fois. Celui qui n'est pas tombé, je ne le connais pas. Jacques Héraille, quand on est compétiteur à 20 ans, on le reste à 80 ans en fait. Donc Jacques Héraille, il est resté compétiteur. Donc il met du gaz comme s'il avait 30 ans, parce qu'il y croit. Il croit qu'il va gagner. Et donc parfois, il frise l'inconscience. Je lui dis attention, ton pilotage, il ne faut pas qu'il soit suicidaire. Je lui dis en rigolant, un jour tu vas te faire une clavicule ou une cheville. Ça lui est déjà arrivé d'ailleurs. Mais il est toujours... dès qu'il est sur la moto, qu'il a le casque, qu'il est équipé, on ne le reconnaît plus, il devient un pilote. Un pilote, un vrai compétiteur. Voilà sa particularité. Quand on est venu ici sur ce circuit en 1955, le club a évolué progressivement. On a reçu des très grands pilotes de l'époque. Un qui est très connu, c'est Rémi Julienne, qu'on a invité il y a quelques années pour les 80 ans. Là, il a roulé à l'avant. Et donc le club a évolué avec une organisation qui s'est perfectionnée, qui devenait de plus en plus bien ficelée. Et on a abouti en 1975, on a candidaté pour faire un championnat du monde. Et donc on a eu le championnat du monde de 500 en 1975. C'est là qu'il y avait Roger de Coster qui avait gagné l'épreuve. Ensuite, quand on a vu qu'on s'était bien débrouillé, on a redemandé, donc on a eu un championnat du monde 250 en 1979. Donc aujourd'hui, on fête les 40 ans. Et c'est Håkan Carlqvist, le Suédois, qui avait gagné. Et on a continué à refaire des demandes. En 1982, on a eu un championnat du monde de 125. À l'époque, on avait un très bon pilote français qui s'appelait Jacques Vimont. C'était le Belge Eric Gebours qui avait gagné. Et on a redemandé encore, en 84, on a eu aussi un championnat du monde 125 qui avait été remporté par l'Italien Rinaldi. Et ensuite, on nous a demandé de faire des travaux pour nous mettre aux normes avec des gros enjeux financiers. Et là, on a dit que ça devient trop risqué, on lève le pied et on est revenu à des courses normales. Ensuite, pour diversifier, on a fait du grass track et du speedway sur le plateau. Et ensuite, on a fait du tracteur pooling pour se faire plaisir. En 92, on a démarré le Supercross sur la partie haute du circuit. On a eu les plus grands pilotes de Supercross français, comme Michael Pichon, David Villevin, on a eu des pilotes américains. Et le Supercross, là, il vient de s'arrêter parce que financièrement, ça devenait difficile. Et on a fait 20 ans de Supercross. Et là, pour maintenir le mythe et l'histoire, donc, on fait de la moto ancienne sur le circuit qui existe depuis 1955. Le retour à l'envoyeur, je crois. Je crois que, alors, il faut savoir qu'Alexis est un grand pilote, ça on le sait, mais c'est aussi un très bon pédagogue. Moi, dès qu'il était à l'âge de passer son diplôme d'État, je lui ai conseillé, comme je l'ai fait moi, de faire une formation pour pouvoir, après sa carrière de pilote, pouvoir enseigner tout ce qu'il avait appris. Et je crois qu'il a une fibre pour ça. Il a une fibre pédagogique pour l'enseignement. Il travaille avec nous à H2S, à l'école pilotage moto, déjà depuis quelques temps. Et je crois qu'il avait à cœur de reprendre un petit peu cette activité qui lui a permis de se révéler, de la reprendre sur le site sur lequel il a appris la moto, c'est-à-dire le circuit d'Albi. Et puis voilà, et après il y a eu des concours de circonstances avec la niveau de direction du circuit, avec qui il s'entend très bien et qui sont très ouverts pour ce type de projet. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Voilà, donc je crois qu'il avait à cœur de transmettre tout ce qu'il avait appris et de le faire là où il avait appris. Je pense que c'était vraiment
la boucle est bouclée, comme on dit. Les sensations de la moto, elles restent. Après, c'est vrai qu'on sort d'une période assez difficile avec le Covid-19 et le fait d'avoir arrêté complètement la moto, de plus avoir pu avoir cette adrénaline, alors que moi, ça fait quasiment 20 ans, enfin plus de 20 ans même que je fais de la moto plusieurs fois par mois. Le fait d'arrêter complètement pendant 2 mois, c'était une sensation énormissime de reprendre justement la moto, de retrouver ses sensations, de retrouver son pilotage, chose qu'au final on a en règle générale pas l'habitude parce qu'on enchaîne toujours un peu les compétitions, les essais. Et voilà, ce qui me plaît moi, c'est la vitesse et chercher la limite, c'est vraiment ça, trouver quand la moto glisse, où s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que justement on puisse aller plus vite sans chuter. Voilà, c'est cette alchimie qu'il faut trouver. Alexis, par rapport au circuit, puisqu'il roule depuis qu'il est petit, il est albigeois, donc c'est un pro encore en activité qui a un palmarès incroyable, donc bien sûr il y a une relation qui est très très particulière et c'est bien pour ça que c'est notre pilote du circuit. Le circuit est très important pour les albigeois, il est ancré dans l'histoire d'Albi depuis maintenant pratiquement un siècle, puisqu'on est à 80 ans d'exploitation d'un circuit sur Albi, avec des compétitions majeures, avec des pilotes très très connus, aussi bien auto-moto, tous les pilotes les plus connus, les Fangio, Senna et tout ce qu'on peut imaginer comme pilotes qui ont pu venir à Albi pour concourir. Donc c'est vraiment les grands prix d'Albi, auto-moto, ont une place très importante dans les calendriers des événements sportifs d'Albi et du Tarn. Oui, on peut dire que le circuit d'Albi est un joyau du Tarn et une chance pour Albi parce qu'il y a très peu de circuits en France. Donc ce circuit est très important ici, est très bien implanté dans la zone. Et aussi un circuit tel que le circuit d'Albi, qui est un circuit national, amène des retombées économiques importantes sur le territoire, puisque ça fait venir des concurrents de la France entière qui viennent passer des jours et des semaines ici pour les compétitions, mais aussi toute l'année pour les entraînements, pour les stages de pilotage, etc. On va attendre qu'il passe, on partira derrière lui. Ouais. Là, oui. On va juste passer derrière la monoplace. Et là, la particularité du circuit, on va passer par-dessus la piste d'aviation. On a l'aérodrome qui est au centre du circuit avec une piste qui est plus longue que le tracé du circuit. Donc on a une procédure pour pouvoir utiliser l'aérodrome et le circuit en même temps. Et donc à ce point-là du circuit, on croise la piste d'aviation. Moi, le circuit d'Albi, j'y étais, je devais avoir 8 ans quand j'y étais. C'était l'année que la femme s'est fait tuer dans les tribunes, qu'il y a eu une roue qui a échappé et a flammé la femme. Ça devait être en 48, pardon, 48-49. Bon, je me rappelle de Fangio, je me rappelle Anderson, qui c'est qu'il y avait sur Albi. Rosier, qui gagnait souvent quand il venait. Et il y avait Farina, Étincelin. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'en oublie sans doute.
Après des zones sur ce tracé, ça c'est typique des anciens tracés, parce que là on est sur un tracé qui date de 1962, même si on voit les chicanes qui ont été supprimées. Donc c'est ici, là on voyait que c'était le triple droit qui passait ici, maintenant on a remplacé par des chicanes ici, ici, ici et un pan coupé ici. Et en fait on s'aperçoit qu'il y a quand même des grosses zones de freinage, donc de dépassement à plusieurs endroits, puisqu'il y en a ici, ça c'est la plus grosse zone de dépassement, mais aussi ici. Droite, et au bout il n'y avait presque pas de frein, ça passait, il y avait un triple droit qui renvoyait sur une autre très grande ligne droite. En fait le circuit d'Albi à la base c'était 4 virages et 5 lignes droites. C'était Monza quoi. Ouais, c'était un peu Monza, mais comme à Monza il a fallu rajouter des chicanes pour ralentir la vitesse. Ça dénature le tracé ou pas? Ça dénature pas le tracé, c'est un tracé qui reste atypique, c'est quand même un tracé old school puisqu'on a directement l'herbe en bordure de piste, on n'est pas du tout sur des circuits modernes avec des grands dégagements en asphalte et en enrobé d'ailleurs, on y revient. Je pense que le circuit d'Albi est populaire. Après, il y a plusieurs façons de voir. Il y a les personnes qui ont connu le circuit des Planques, qui se souviennent des courses internationales, des courses de Formule 1 avec des très grands pilotes. Après, il y a une génération plus récente qui parle surtout de ce circuit-là, qui viennent rouler ici. Je pense que tout le monde a beaucoup de souvenirs ici. Moi qui vis le renouveau du circuit, qui ai découvert le drift, qui ai vu les camions évoluer, qui voit forcément les GT, les gros teams de championnats internationaux venir, et puis forcément le championnat de France Superbike aussi, mais que je connais, donc c'est un petit peu moins nouveau pour moi. Mais c'est bien de rencontrer toutes ces disciplines sur un même lieu, de pouvoir partager ce lieu tous ensemble. Après, chacun a ses souvenirs, c'est ça qui est toujours bien avec un circuit, c'est que avec les anciens on parle de choses qu'on ne connaît pas, avec les plus jeunes je parle de choses qu'ils ne connaissent pas, et on partage, et je pense que pour tous les Albigeois et tous les gens de la région, c'est des lieux de rencontre, de partage. Alors après il y a les vrais aficionados qui parlent que sport mécanique et compétition, mais je pense que pour les gens lambda, ça fait un lieu de rencontre, de retrouvailles qu'on a très peu en France, parce que les circuits ça existe quasiment pas, donc c'est bien d'avoir cette installation ici sur Albi et de pouvoir en profiter. Et surtout je vois beaucoup de personnes qui n'ont plus envie de prendre de risques sur la route et qui viennent sur circuit pour se faire plaisir, pour retrouver des sensations. Et si on n'a plus ces installations là, ces personnes là iront où? Donc il faut forcément garder les installations qui existent, en créer des nouveaux, ce sera bien plus difficile, mais déjà garder ce qui existe, c'est important. Le meilleur moment de notre boulot, c'est le moment où comme les motos qui sont là sur les ponts aujourd'hui, c'est le remontage final quand toutes les pièces sont propres, justement, nettoyées, décapées, polies, sablées ou autre. Donc là, c'est vraiment le bon moment du métier où on assemble la moto neuve. Voilà, c'est là où on se régale le plus, c'est là où tu te dis que le métier, que tu es content de faire ce boulot, quoi. Il n'y a pas de mauvaise moto. Il peut y avoir de mauvais pilotes, mais pas de mauvaises motos. Nadine. T'as rien à rajouter? On vous filme maintenant. Il est 24 heures sur 24 dans son cabanon. Oui. C'est pas quand même 24. Ah ben si, 12 heures. Vous dormez là ou pas? Non, je ne dors pas là. Non, je regarde, quand je vois la nappe mise, je dis, et j'approche. C'est ça quand il sent la soupe. Ben ouais, passe mon temps là, qu'est-ce que tu veux. On se voit, après c'est comme on disait tout à l'heure, hein. on voit tout le monde, on se connaît tous, ça reste un petit milieu quand même, les gens qui sont impliqués dans la moto, on n'a pas beaucoup de lieux où se retrouver. Et forcément, le circuit d'Albi, c'est un peu une plaque tournante de toutes ces personnes-là qui viennent parler de moto, où c'est qu'on se croise, Généralement, quand même, ils sont plutôt enchantés quand ils voient la moto finie, quoi. Après, des fois moins quand ils voient la facture. Je ne crois pas qu'il faut être fou, et il faut être assez raisonné
Et puis voilà, c'est tout. Hein. On aime la moto, on aime la moto. Et bon, il ne faut pas être fou. Il faut, comme on dit, il faut rouler avec la tête. Voilà. Oh si, il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre. Quand il va m'appeler là-haut, il faut partir. Hein. Et sans la moto, on partira. J'aimerais juste les remercier, quoi. Les remercier d'être là, les remercier d'avoir créé ce qu'elles ont créé, les remercier aussi, c'est un exemple peut-être pour les gens qui vont dans l'âge, qui perdent le moral, qui sont malades, qui disent ouais, ils ont toujours mal quelque part, ils sont malheureux, ils sont tristes. Je leur dire, regardez, au lieu de jouer aux cartes au 3e âge, ils font de la moto avec les jeunes de 25 ans. Voilà. Je trouve que c'est un bel état d'esprit. Et pour ça, il faut les remercier. Eh bien, merci. C'est bon? Ouais, c'est super bien. Après, vous coupez, vous arrangez les mains. Hein. Per il momento di febbraio